case un peu malicieux. On a vu que les convenet récemment sont devenus littéralement des yeux et des oreilles computationnels. On s'en sert dans des self-driving cars, on s'en sert très bientôt pour faire du diagnostic médical, pour faire de la reconnaissance faciale pour de la sécurité, pour détecter du contenu not safe for work et ce genre de choses. Donc potentiellement, tout ça c'est des zones méga sensibles. Imaginez ce qui se passe si je commence à envoyer de la merde au convenet qui fait la conduite dans votre voiture et qui reconnaît les panneaux stop et les panneaux limitation 130. Ça peut faire du dégât. Évidemment, tout ce qui est reconnaissance faciale pour de la sécurité, bah, si je commence à tromper ces systèmes, c'est beaucoup moins cool. Voilà. Donc, tout ça, sont des zones sensibles. Donc un réseau de neurones c'est quoi? On s'en fout, je l'ai déjà dit, on repasse, pouf, il y a une image qui passe, il y a des convolutions, et puis hop, une abstraction hiérarchique qui se fait, tout ça. Vous l'avez intégré normalement, à ce moment-là. Donc je vais vous présenter rapidement un petit jeu de données, tout petit, il s'appelle Cypher10. C'est des images de 64 par 64 pixels, réparties en 10 classes, que voilà, avec des exemples à chaque fois. Et je vais baser des explications relativement haut niveau sur ce jeu de données pour bien comprendre ce qui se passe et où est-ce que ça commence à tout foutre le camp. Donc, on va juste imaginer qu'on n'est plus vraiment sur de la convolution, on prend un modèle beaucoup plus simple, mais les arguments vont tenir. C'est qu'en gros, j'apprends comme ça des sortes d'images templates qui vont représenter chacune des classes. Et quand j'ai une nouvelle image qui arrive, je calcule la similarité pixel par pixel. Et si cette similarité dépasse un certain seuil, c'est que c'est la bonne classe. Si c'est en dessous, c'est que c'est pas celle-là. Globalement, c'est l'idée. Donc effectivement, si je prends alors... normalement, ces templates, ils ont du sens. Regardez le template de la voiture, par exemple. On voit tout autour qu'il y a du fond. On voit une sorte de bande rouge, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de voitures rouges dans Cypher10. Et puis on voit un petit peu le pare-brise. Et on voit du coup que le bandeau rouge, il fait un peu tout le tour. Comme ça, c'est à peu près invariant par rapport à l'angle de la voiture et ce genre de choses. Vous avez le gros pâté vert au milieu de la grenouille, ça a du sens. Vous avez ici le vert de l'herbe du cheval et ici le corps qu'on peut à peu près décerner, la masse orange, la masse marron, enfin bref, normalement ça a du sens. Et donc quand j'ai une image qui arrive, je calcule sa similarité pixel par pixel par rapport à ce template là, et ça me permet de prendre une décision. Ça marcherait similairement avec des convolutions, hein, c'est juste pour raisonner. Puisqu'au final les convolutions calculent la similarité mais patch de pixel par patch de pixel au lieu d'avoir toute l'image. Et c'est hiérarchique. Mais c'est exactement le même argument. Donc il y a des gens qui se sont amusés à dire ok très bien, je vais prendre des images qui sont classifiées correctement par mon modèle, par exemple ce bus là, et je vais rajouter à ces pixels juste ce qu'il faudrait, en fait ce que le template attend pour le transformer par exemple en autruche. Et donc l'idée c'est de prendre un bus, de modifier l'image avec le template de l'autruche, et espérer aboutir à une sorte de bus autruche, un truc comme ça. Et du coup, effectivement, se servir de ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, voilà l'image résultante qui est classifiée comme une autruche par des bons gros convenet qui marchent très bien. Voilà. La modification est absolument imperceptible à l'être humain, à l'œil humain, et pourtant, un convenet vous dira 99% de certitude, ça c'est une autruche. Et là, ça commence à devenir problématique quand même. Parce que vous balancez ça, vous êtes capable, du coup, ça veut dire que vous prenez un classifieur de choses, d'un truc not safe for work ou pas. Vous avez votre image gore, porno, n'importe quoi. Vous lui appliquez juste ce petit bruit savamment crafté. Vous le balancez. Tout le monde voit l'image que vous vouliez qu'on voit. Mais vous avez passé les sécurités. Ça casse. Problème. Alors ça marche aussi également sur des images qui n'ont rien à voir. Genre voilà, du bruit avec juste le petit bruit qu'il faut, ou des images totalement abstraites avec juste le petit bruit qu'il faut, et le convenet vous dit ça c'est une batte de baseball, j'en suis sûr. Ça c'est une guitare électrique, no doubt. Et ce qui est affligeant, c'est que vous lui présentez une image comme ça, et il va être plus certain que ça c'est une guitare électrique qu'une véritable guitare électrique. Hein, on rejoint ce qu'on disait au début sur les images qui activaient maximalement
certains neurones, certaines convolutions. Donc là, on commence à voir un petit peu le problème. Donc comment ça se passe à peu près? Pourquoi ça marche ce genre de truc là? C'est qu'en gros tous les petits changements qu'on fait, à chaque fois les petits, en fait ils vont tous s'additionner et comme c'est à chaque fois des multiplications, des trucs comme ça, une grosse somme, à la fin bah, en fait les petits changements ils vont s'additionner et ça va juste faire changer le convenet d'avis. Et puis ça c'est un argument un petit peu plus technique, mais c'est que comme c'est des classifieurs linéaires à chaque fois, juste des additions et des multiplications, et ben, quand on va sortir en dehors d'une zone qu'il a vue dans ses données et donc qu'il a modélisée, en fait, vous avez une ligne, quoi. Donc quand vous suivez la ligne, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte. Et donc dès qu'on sort des images qu'il n'a pas vues, en fait, la certitude augmente. Il va produire un truc très certain, mais juste parce qu'en fait, il n'a pas été entraîné sur ce style-là d'image pour apprendre à dire, bah non, ça en fait, je suis pas trop certain, etc., etc. Prenez un convenet entraîné sur un certain nombre de trucs, envoyez-lui une image qui n'a rien à voir, et les prédictions risquent d'être assez affligeantes. Un neural net ne sait pas qu'il ne sait pas. Il va faire tourner ses convolutions vont potentiellement fournir n'importe quoi, et vous allez avoir une réponse qui va être n'importe quoi, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas, et c'est une zone de recherche. Donc est-ce que c'est un problème? Oui, mais vous allez me dire, tant que je vous donne pas mon convenet ou mes templates d'images, etc., vous pouvez pas additionner le petit bruit qu'il faudrait pour le tromper. Et en fait, actually, ce qui se passe, c'est que je peux réentraîner un modèle sur des données globalement similaires qui va converger à peu près sur les mêmes solutions. Et du coup, je peux retrouver mon bruit qui va fonctionner. C'est problématique. Même si c'est pas le même neural net avec la même architecture, avec les mêmes convolutions dans le même ordre, etc., etc., même si c'est pas la même chose, ça fonctionne. Un peu moins bien, mais ça fonctionne quand même. Mais ça peut encore être pire. Parce que maintenant, je prends mon image. Alors ça, c'est une image de lave-linge. Je l'imprime. Je prends ma petite appli qui fait tourner mon neural net entraîné sur ImageNet. Et là, il me dit effectivement, c'est un lave-linge, 54% de certitude à peu près. Et maintenant, je vais imprimer une image avec le bruit. Et ça, c'est un coffre-fort, 34%. T'inquiète. Lave-vaisselle, 22%. Lave-linge, 22%. Il est plus certain que ça, c'est un coffre-fort. Et là, c'est quand même très très fort, parce que ça veut dire que par rapport au bruit qu'on avait apporté juste avant, le bruit, il va être déformé par la lumière, par la luminosité ambiante. Il est plus parfaitement aligné par rapport aux pixels qui sont attendus par les convolutions. Et ça, du coup, ça veut dire qu'on peut imprimer des trucs et les faire passer devant les systèmes de sécurité. Et là, ça commence à devenir sacrément velu. Ça, c'est des vrais problèmes. L'exemple qu'il a, alors là, après, c'est carrément la catastrophe. Donc on voit là, le petit epsilon, c'est juste la quantité de bruit qu'il additionne. Donc quand on double après le bruit, effectivement, c'est encore plus un coffre-fort et encore moins un lave-linge. Et on peut s'amuser comme ça jusqu'au bout d'un moment où l'image, on va le voir qu'elle a été modifiée. Mais on peut théoriquement arriver à des bons gros niveaux de confusion. Commence à faire peur? Mais ma voiture, elle est safe. Non, ma voiture sans conducteur, là, elle est safe. Alors laissez-moi vous présenter ce petit patch. Est-ce que ce petit patch dit quelque chose à quelqu'un qui a une bonne mémoire visuelle? Le grille-pain. Exactement. Exactement. En fait, c'est une feature vis d'un grille-pain. Donc c'est un petit patch qui représente, qui excite maximalement un convenet sur de la détection de grille-pain. Et voilà ce qui se passe. Je prends ma banane, mon convenet me dit pratiquement 100% de certitude c'est une banane. Je mets mon petit patch à côté, t'inquiète, c'est un grille-pain, et la banane, bof. Bof, bof, bof. Alors jusque-là, la réponse, on pourrait se douter, on pourrait se dire ok, on comprend parce que t'as quand même les deux éléments, donc pourquoi il favorise la banane, etc., etc., etc. On pourrait se dire ce genre de truc. Alors en théorie quand même la banane est plus grosse sur l'image, donc on s'attendrait à ce que ce soit quand même la banane qui soit prioritaire, parce qu'en fait le jeu de données est entraîné comme ça. C'est le plus gros objet qui est déterminé comme étant l'objet qui doit être prédit. Mais effectivement l'argument, bon.
Le problème, c'est là. On a un truc qui détecte les objets. On lui a mis des patchs de détection de bouteilles. Et vous voyez qu'en fait, c'est tellement un stimuli très fort que pratiquement le convenet est pratiquement aveuglé. Et que le signal qui dit, en fait, il y a un panneau stop, totalement noyé, et le convenet ne voit pas le panneau stop. Donc vous voyez ça dans la rue, vous dites, bon, il y a un connard qui a collé 3 autocollants, voilà quoi. C'est du sabotage en masse. Ça tue des gens potentiellement. Potentiellement, ces autocollants-là, ils vont tuer des gens. Parce que le panneau stop, bah, genre juste, il est plus vu. Ah non mais là je vais te montrer comment faire. Là je t'explique comment faire du terrorisme avec, en trompant des convenets, et je vais t'expliquer comment lancer une guerre géopolitique aussi. C'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Hein. Avec des autocollants, bien sûr. Non, je pense qu'à un moment donné, il va falloir très très vite se rendre compte que si ces systèmes-là sortent en prod vraiment dans le monde réel, il va falloir très très vite faire se réaliser aux gens que coller ce genre d'autocollant, c'est du sabotage au même niveau que couper les freins. C'est la même chose. Enfin, c'est hyper grave et hyper dangereux. Alors, là effectivement, ces autocollants, encore ils sont reconnaissables, hein, ils sont abstraits. Ils sont... quelqu'un qui a l'œil averti, il pourrait voir, ah ça c'est produit par un convenet. Il pourrait le voir. Donc laissez-moi vous présenter ce papier-là. Je prends mes panneaux stop. Hop. Et là, je vais crafter juste un petit masque de bandes noires et blanches. Comme s'il y avait des petits trucs qui avaient été mal décollés ou ce genre de trucs. Je les colle sur mon panneau. Et mon panneau stop, il est détecté comme un speed limit 45. Quel que soit l'angle de vue, la luminosité, le machin. Et ça, effectivement, ça n'a même pas l'air d'être du vandalisme. Ça, personne n'aurait idée d'aller décrocher ces petites bandes-là, quoi. Enfin, ça dans la rue, je vois personne qui se dirait putain, ça c'est une attaque en fait. Mais cet autocollant noir et blanc, placé exactement à cet endroit-là, comme calculé par le convenet, ça tue des gens. C'est grave. Voilà. C'est pas juste théorique. Enfin, les gens ont fait le papier, ils l'ont essayé, etc. Je pense pas qu'ils aient tué les gens pour vérifier, mais ça marche. Mais c'est encore des autocollants. Quelqu'un qui se baladerait avec un convenet comme ça sur les autocollants chelous, il pourrait les détecter. Peut-être ce sera peut-être les flics du futur, les Français, ils se baladeront avec leur téléphone pour essayer de détecter, de voir quel autocollant est adversarial et une attaque sur convenet ou pas, je sais pas. Mais ça se reconnaît encore. Est-ce qu'on peut faire pire? On peut toujours faire pire. Je vous présente une tortue 3D. C'est une tortue qui a été imprimée en 3D. Et elle est encadrée en vert quand le convenet détecte que c'est une tortue. Non, en vert, en vert. Elle est encadrée, alors je vous donne la légende, voilà. Elle est encadrée en noir. Elle est encadrée en rouge quand c'est détecté comme un fusil d'assaut. Et elle est encadrée en noir quand c'est détecté comme quelque chose d'autre. Et vous voyez que l'erreur de classification, alors cette tortue-là, en fait, hein, c'est une tortue craftée avec des techniques adversariales dont on a parlé. Le modèle normal, il est 100% du temps classifié comme une tortue. 100% du temps, no fail. Et là, juste avec les petites modifs de texture, en fait 0%. Et c'est un fusil d'assaut. Donc c'est pas très grave de faire passer une tortue pour un fusil d'assaut. C'est plus grave de faire passer un fusil d'assaut pour une tortue. Hein, vous vous baladez avec votre fusil dans un aéroport par exemple, il y a les autocollants qui vont bien sur le fusil, c'est un bagage. C'est problématique. C'est plutôt problématique. Voilà. Donc ça c'est absolument bluffant quoi. Le niveau de zoom, l'angle, machin, on est... Voilà. C'est la cata. Bon, si vous travaillez pas dans la sécurité, vous pouvez vous dire moi juste j'héberge un service de Deep qui fait de la classif. Voilà, moi je fournis juste, je suis Amazon, je fournis un petit service de classification d'images, ça me sert à ça, voilà. Je m'en fous un petit peu. Enfin, s'il y a des erreurs de classif, c'est pas très très grave, voilà. Est-ce qu'on peut quand même me faire de la merde? On peut toujours faire de la merde.
Et par exemple, imaginons que vous fournissiez du coup un service de classif ImageNet, donc c'est-à-dire un truc qui classifie du coup des animaux. Ça c'est un animal celui-là. Ce genre de choses. Et vous avez un attaquant en fait qui veut utiliser votre service mais pour autre chose. Il veut l'utiliser pour autre chose. Et par exemple, il a une attaque. Alors, il a un service qui est très malicieux et très malin et très malveillant. Il a des petites images comme ça et il veut compter combien il y a de carrés dedans. C'est diabolique comme application. Et lui il se dit bon bah je peux pas mettre mes convenettes en place. En fait je vais juste voler ta puissance de calcul parce que toi t'es gentil. Tu me fournis à pas trop cher mon service de classif ImageNet ou sur autre chose. Donc en gros, voire même gratuitement, bon, pourquoi pas. Et mais j'ai juste envie de me servir de ton service à mes fins. Et donc on construit ce background qui a l'air juste d'être du bruit, mais qui est en fait pas du tout du bruit, et qui est en fait une attaque adversariale qui va traduire correctement le nombre de carrés présents dans mon gros carré là vers une certaine classe ImageNet. Et du coup, ce truc-là, il a été crafté de façon à ce que s'il y a 4 carrés blancs dans mon carré noir, le classifier ImageNet me répondra c'est un Tiger Shark. Du coup, en fait, je fais du remapping. Donc c'est encore plus puissant que le transfer learning, cette connerie-là. C'est directement de l'exploitation. Alors là, encore une fois, même combat. Oui, mais si on n'a pas mon modèle et qu'on ne sait pas quelle architecture j'utilise, blabla. Non. Ça marche sur plein d'architectures et ça marche même en black box, sans savoir ce que vous utilisez. Voilà, voilà. Alors ça marche évidemment moins bien en black box, mais ça marche quand même raisonnablement. Et chocotte un peu? Alors comment savoir que c'est pas du bruit complètement random? Ouais. Il y a une tentative de forme. Ouais, effectivement. Enfin, après, c'est peut-être un petit peu aussi de... Comment ça s'appelle cette connerie-là? Je sais plus. Le truc où les gens interprètent naturellement. Je sais pas. Pareidolie. Non. C'est ça, pareil. Mais je crois qu'il y a un truc... je sais plus. Ouais, pareidolie. Donc voilà. Effectivement, ce truc-là, il me permet de repurpose. Là, donc là, c'est toujours un classifier ImageNet, mais je m'en sers comme d'un classifier MNIST pour reconnaître le digit qu'il y a à l'intérieur. Oui. Le but, c'est que tu me fournis un truc. Le but, c'est que toi, tu me fournis un service qui me fait une classif dans un certain domaine, et que moi, je l'utilise pour faire de la classif dans un autre domaine. Et ça, c'est une attaque, puisque j'utilise ton service à des fins pour lesquelles il n'a pas été prévu. Et que, par exemple, admettons que tu me fournis un service de hosting de photos, par exemple. D'accord? Et tes photos, tu vas les taguer pour avoir un système de recherche, comme sur Google Photos. Et ce truc-là, tu vois, moi je paye pas pour mettre mes photos sur Google Photos et avoir du tagging dessus. Mais si je me mets à crafter ce genre de truc, en fait, je peux utiliser Google Photos en back-end pour mon service de classif qui a rien à voir avec du labeling de photos. Tu vois? C'est une attaque possible. Je dis pas que ça... C'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme application, mais en tout cas, l'attaque existe. Comment est-ce qu'elle va être levée dans le monde réel pour avoir effectivement des bénéfices à l'attaquant? Je sais pas. J'essaye d'être quelqu'un de gentil. Ouais, à peu près. Mais voilà, l'idée effectivement que on peut changer le domaine d'application d'un convenet avec ce genre de conneries. Comment est-ce qu'on contre ce genre de truc? Le premier point est là pour vous rassurer. On ne sait pas contrer ce genre d'attaque aujourd'hui. On sait les mitiger un peu pour baisser l'efficacité des attaques. On ne sait pas s'en prémunir. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez les industriels qui balancent des convenettes maintenant partout, dans toutes les applications possibles et imaginables, et ça s'attaque trivialement, avec quelques lignes bien senties de Python. Il y a des libs qui font ça très très bien. Full box, vous pouvez vous amuser. Et ça s'attaque très 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 bien. Vous êtes rassurés? Cool. On peut passer à la deuxième partie.
Maintenant, c'est vous les convenettes qu'on va tromper. D'ailleurs, il y a plein d'adversaires à l'attaque sur les humains qui fonctionnent. Vous voyez de quoi je parle? Toutes les illusions d'optique. Saurez-vous reconnaître là où les personnes qui ne sont pas réelles sur cette image? Donc j'entends apparemment celle-là, ces personnes-là sont pas réelles? Ici? Ces deux-là? Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as ressenti un feeling, Sam? Ouais. Quelqu'un? Aucune de ces personnes n'existe. Aucune de ces personnes n'existe. Elles ont toutes été générées par le progressive GAN que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas très... Non, effectivement, générer des gens qui n'existent pas, c'est pas très grave. Sauf si je commence à faire des faux papiers d'identité. Là, ça commence à être plus gênant. Parce que t'as des personnes qui va gueuler à l'usurpation derrière. Hein. Oui, au moins tu fais pas de tort à une autre personne. Mais ça peut être problématique quand tu t'amuses à générer... Ah, j'ai fait la censure pour quand je l'ai fait à Adam. Il y avait marqué fact hein, à la base. Donc effectivement, ça c'est deepfake, c'était en 2017. Vous avez entendu parler de deepfake? Non. Donc il y a les gens qui ont entendu parler de deepfake et les menteurs. Deepfake, c'est une super technologie qui marchait pas avec un GAN. Personne l'a refait avec un GAN pour ce que j'en sais, mais ça marcherait encore diaboliquement mieux. Qui permettait globalement de prendre le visage d'une certaine personne et de le transférer sur le corps d'une autre personne avec les expressions faciales qui vont bien, etc., etc., etc. Et donc du coup, je vous présente Daisy Ridley, donc la nana dans Star Wars là, sur le corps d'une porn actress, et je vous laisse deviner la suite de la vidéo. Et je pense que Daisy serait pas hyper contente. Voilà. Donc là, effectivement, ça commence à être un petit peu plus gênant. Avec quelques photos, on génère du porn de quelqu'un. C'est... Voilà. Oui, c'est... Ah, bah je le mettrai en sujet de TP pour mes étudiants. Ce sera drôle. Alors, faut quand même beaucoup de photos. Mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. C'était sur GitHub, mais ça s'est fait strike. Mais je pense que maintenant si tu cherches face swap ou ce genre de truc, tu dois pouvoir le trouver. Neural face swap, ce genre de truc. Trop de temps de compute, trop de temps de compute. Et j'avais pas un assez bon GPU à l'époque, mais sinon clairement j'aurais essayé. Mais et qu'il fasse du... Effectivement, derrière tu me blackmail. Mais ça a fait un énorme moment de bruit dans les médias et tous les genre, c'est sorti sur Reddit et tous les subreddits qui en parlaient, les channels Discord et tout, ils se sont tous fait strike. Ça a été assez énorme. Ça a été assez énorme. Mais ça marche relativement bien, genre effrayamment bien. Le seul problème, c'est qu'il faut vraiment énormément de données de la nana, de la personne que vous voulez transférer. Pourquoi une nana forcément? On peut trouver d'autres visages. D'ailleurs, il y a des gens qui ont juste transféré Nicolas Cage partout. Chewie. Chewie. Voilà. Donc là, effectivement, alors il y a quand même plusieurs choses à remarquer, quoi. C'est vraiment que même la couleur globale de l'image, elle a été correctement transférée. L'expression faciale, elle a été parfaitement transférée. Dans la vidéo, quand la personne parle, les lèvres bougent exactement de la même façon. D'ailleurs, j'attends qu'il y ait une start-up qui démarre ça pour faire tous les doublages, pour qu'on ait enfin la bouche qui bouge correctement. Ce qui serait...
Il redétecte, d'abord effectivement il détecte le visage, ils refont des mesures pour la recalibrer, la réaligner, ils remettent ensuite le faux visage par-dessus et puis ils réintègrent dans l'image. Comment? Ah non, c'est des neural nets du début à la fin, t'as un neural net qui va faire la détection du visage, t'as un neural net qui va redétecter les yeux, etc. Et puis t'as un neural net qui va générer l'image de la personne. Non, c'est tout automatisé du début à la fin. Tout automatisé. Et c'est pour ça qu'ils font des vidéos. Hein. Je sais, tu codes ce que tu veux et puis tu fais l'affaire. Tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Le Cycle Gun, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour transformer des zèbres en chevaux. Et tout le monde s'en fout de transformer des zèbres en chevaux et inversement. Par contre, tout le monde s'en fout pas de ça. Donc c'est... Exactement. Donc le moment où en fait... le moment où vous vouliez juste faire un Skype avec quelqu'un pour bien vérifier que c'est la personne que cette personne prétend être, etc. Tout ça, en fait, c'est fini. C'est fini. Donc si certains veulent faire de l'argent facile, vous entraînez un cycle gun sur une cam girl, vous vous mettez sur votre lit, vous faites la même chose que la cam girl mais en restant habillé, et puis du coup, vous faites de l'argent quoi. Bah après t'es pas obligé, de toute façon c'est pas ta sur l'image à la fin, donc je fais ce que tu veux, hein, si t'es plus confortable à poil. Mais bon, ça satisfera pas tes besoins d'exhibition. Non, il est pas suffisant, t'es un mec. Donc voilà. Donc effectivement, vous voyez bien le cycle gun. Voilà. Et c'était en 2017. Non, c'était. Alors cycle gun, c'est la vidéo date de là, mais la technique est d'encore un petit peu avant. Donc c'est la préhistoire. Donc maintenant, on fait ça en 1024 avec beaucoup moins d'artefacts et voilà, c'est avec une meilleure cohérence temporelle aussi. Enfin, c'est juste assez fou. J'ai parlé de conflits géopolitiques. Voilà. Alors le recycle gun, c'est une évolution du cycle gun qui marche plus du coup sur des images mais sur des vidéos. Enfin, il traite plus les images séparément, il traite la vidéo dans son ensemble. Mais qu'est-ce que ça, c'est vraiment si court que ça? Ouais, 6 secondes. Donc effectivement, on a une traduction de Trump vers Obama. Donc je fais quelques petites conneries sur YouTube et je fais un petit peu de musique sur YouTube. Et la prochaine vidéo que je veux mettre, j'ai envie que ce soit Tory Black qui chante. Ce sera assez rigolo. Voilà. Oui, c'est ça. Donc pour le moment, on est cool. Pour le moment, on est cool. On peut pas totalement créer du faux contenu quand même parce que si je veux m'amuser à imiter Trump ou Obama, c'est bien. Je peux changer l'image, mais pas la voix. Que tu crois? Voici Lyrebird. Lyrebird est une start-up qui fait justement de la synthèse de voix. Donc vous prenez 1 minute de voix de quelqu'un et vous régénérez sa voix à volonté. Et ils ont des démos sur leur site avec la voix de Trump et ça marche très très bien. Hein? On peut faire un voice pack de ta voix et toutes nos confs sont faites par toi. Oh, putain. Et après tu mets un cycle gun et puis c'est moi aussi qui fais. Voilà, tu mets un deepfake et CGConf mais tout par moi quoi. Exactement. Où est-ce qu'on en est? Il y a quand même un onglet éthique sur leur site. Je crois qu'ils ont compris ce qui allait se passer. Alors t'es dans la jungle, t'as un énorme lion devant toi et tu fais coucher avec Diki. Donc, est-ce qu'on est baisé?
Qui pense que non? Ok, alors. Donc, je vais quand même juste remettre, avant de reposer la question, on a de la technologie pour créer ce genre de truc. Il y a des chercheurs qui bossent pour détecter ce genre de truc. Est-ce qu'on est baisé? Pourquoi? Parce qu'en fait, alors voici par exemple effectivement donc des techniques de détection de fake, voilà, qui marchent par diverses statistiques sur le machin. Mais est-ce qu'on est baisé? Bah oui, parce que les GAN. Eh oui, parce que les GAN, parce que n'importe quelle stratégie de détection que je vais pouvoir imaginer, je la rajoute dans mon discriminateur et mon générateur va plus ou moins se démerder de le... Oh le bâtard. Donc, on risque d'avoir des problèmes. Ou alors à un moment donné, on va vraiment finir par trouver des failles structurelles dans la technologie même, mais en tout cas, on peut pas faire battre un convenet contre un convenet. À un moment donné, ça ne marche pas. Parce qu'ils se comprennent, ils fonctionnent de la même façon. Donc s'il y a une façon dont le convenet de détection arrive à faire de la détection, bah, naturellement, comme le convenet de génération fonctionne de la même façon, il va réussir à trouver une parade. C'est d'ailleurs relativement marrant, puisque je me suis fait bannir de Facebook récemment à cause d'une connerie comme ça. J'ai pris un ban de 3 jours parce que je m'amuse, j'essaye de faire des GAN et de générer des images suggestives, disons. Et mes GAN marchent très très mal pour le moment, mais vraiment très très mal, c'est effrayant. En fait, il n'y a rien de reconnaissable visuellement à l'écran. Mais je trouvais ça globalement assez rigolo parce que ça faisait des sortes de blobs organiques, ça et là, et je me suis dit, ça je vais le poster sur Facebook, ça va très bien se passer. Et en fait, ce que j'avais pas du tout prévu, c'est qu'effectivement, c'est pas des yeux qu'il va y avoir de l'autre côté, c'est un convenet. Et les convenets, ils se parlent entre eux, ils se comprennent. Et donc en fait, dans la représentation qu'un convenet allait se faire de ce que j'avais réussi à générer, il a retrouvé des éléments de notre safe for work. Puisque juste les trucs que toi tu vois comme des gros blobs, lui il redécouvre un petit peu les mêmes patchs dont il va se servir, les mêmes bouts de patch d'image, les mêmes convolutions dont il va se servir pour détecter du not safe for work. Du coup, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Une attaque adversariale en schéma black box. C'était pas complètement raté. C'est exactement pas ce que je voulais. Donc maintenant, effectivement, le but c'est de faire l'inverse et de pas me faire griller quand je poste sur Facebook. Ça serait une idée. Voilà. Est-ce que c'est... Oui, donc oui, on est baisé. C'est la conclusion. Il va falloir effectivement maintenant d'autres choses pour éviter. Il va falloir être intelligent et je sais pas comment pour détecter le fake ou juste vivre avec. Et se dire qu'on peut fake n'importe quel type de contenu et comment on va faire confiance à des trucs. Bah peut-être qu'à un moment donné, il faudra juste faire confiance aux sources d'autorité. Ce qui est... Non mais déjà on fait plus... Déjà quand vous cherchez une information, vous faites plus normalement plus confiance à PubMed qu'à Santé Nutrition. Ou vous faites plus confiance normalement à Le Monde plutôt qu'à... je sais pas, On nous cache tout. Non mais... Ouais, mais comparé à On nous cache tout, tu vois. Oui, t'as un truc qui te fait des mensonges politiques et l'autre qui te dit qu'il y a des aliens qui sont là sur Terre, tu vois. Donc t'as quand même un niveau de... Voilà. Donc à un moment donné, effectivement, il va falloir se poser les bonnes questions. Alors, la semaine dernière, ça c'est pas dans les slides parce que je suis feignant, je les ai pas mis à jour. La semaine dernière, il y a un truc qui a fait rire beaucoup de chercheurs. C'est OpenAI. Alors OpenAI, c'est quoi? Quelqu'un connaît OpenAI? Ou peut-être Starcraft, non, c'est DeepMind qui a défoncé Starcraft. Ah, ils ont... Ah, je savais pas qu'ils avaient défoncé... C'est quand même un achievement incroyable. Seulement pendant les premiers rounds, après ils ont refait des rounds... Ils ont perdu? D'accord. Ok.
D'accord, mais bon, laisse 6 mois à la technologie et c'est bon quoi. C'est gagné, il n'y a plus aucune chance. Donc, ce qui s'est passé, donc OpenAI, c'est un truc qui a été financé en partie par Elon Musk et d'autres personnes. Je parle d'Elon Musk parce que évidemment c'est le mec qui a été médiatisé, mais il y a eu d'autres personnes très bien. Notamment il y a Andrej Karpathy qui bosse là-bas maintenant, à moins qu'il ait encore changé. Andrej Karpathy qui est un gars, si vous cherchez son nom, qui est un petit peu dur à épeler, qui a fait énormément d'articles de vulgarisation sur tout ce qui était deep learning. Et clairement il a fait plein de trucs intéressants, genre il a fait un truc qui s'appelle Neural Talk qui fait du sous-titrage automatique d'images, enfin du captioning, genre il légende automatiquement les images et il a une démo où il se balade avec son téléphone dans la rue et en fait il y a des légendes genre un panneau dans la rue et puis quelqu'un marche sur un passage piéton, etc. Et en fait à chaque seconde en fait il génère une nouvelle caption pour ce qui se passe, enfin c'est assez amusant. Et donc du coup OpenAI ont fait un truc la semaine dernière, c'est qu'ils ont créé un modèle de génération de texte qui s'appelle GPT-2. Voilà. Je ne sais pas de quoi c'est l'acronyme. Et peut-être que c'est juste du même niveau que moi qui fais des file systems qui s'appelle JMTFS. Où, en gros, ils sont capables de faire ce qu'on appelle un language model. Alors, un language model, c'est globalement, je te donne un début de phrase et tu complètes la suite. Et du coup, en gros, ça démontre une certaine connaissance du langage et du monde pour essayer de générer des phrases qui sont déjà grammaticalement correctes. Et on espère, qu'est-ce qui se passe avec le micro? Rien. Et on espère qu'ils ont un peu de sens. Et jusqu'à maintenant, on générait des trucs qui marchaient, enfin qui étaient grammaticalement cool, mais qui avaient aucun sens. Si vous voulez un exemple très, très drôle de machin qui a aucun sens, vous pouvez chercher un truc qui s'appelle Sunsprising. Et Sunsprising, c'est des gars qui ont fait apprendre des scripts de films à une IA, et ils lui ont dit, maintenant, à la fin, génère toi-même ton script. Donc le truc, il a effectivement la bonne gueule avec scène 1, scène 2, machin parle, il y a même des indications pour les acteurs, genre en ouvrant grand les yeux, ce genre de conneries. Et donc du coup, les gens qui ont fait ça, ils ont tourné vraiment ce qui avait été fait derrière. Ils l'ont vraiment tourné avec Thomas Middleditch, le gars qui joue dans Silicon Valley. Regardez Silicon Valley, c'est tellement drôle. Et... Comment ? C'est génial. Et c'est vraiment, vous verrez que ça n'a aucun sens, mais ça n'a vraiment aucun sens. Si j'avais du son, je vous aurais mis les premières minutes parce que vraiment c'est ouf. Et c'était là qu'on s'en était globalement arrêté. Ah oui, il y a aussi le Neural Conversational Model, si vous cherchez, il y a un papier, vous trouvez ça sur Archive, où en gros ils avaient fait, c'est pas grave, il n'y a plus de slides, où globalement il y avait un chatbot. Et le chatbot, du coup, en fait, ils ont pris des sous-titres de films, et c'était relativement simple. Voici une ligne du sous-titre, et essaye de me deviner la phrase d'après. Donc c'est toujours un language model, hein, c'est je te donne un bout et prédis la suite. Et il y avait plein d'exemples de conversations dans le papier, que je vous invite à regarder rapidement, si vous le trouvez, la Neural Conversational Model, vous prenez le PDF. Et il y a des trucs, genre à un moment donné, ils posent des questions. Alors au début, ils font des tests de base, genre comment tu t'appelles, ce genre de trucs. Donc le truc donne des réponses. Après, ils font des tests basiquement pour voir, genre, est-ce que tu préfères le bleu ou le rouge? Le bleu. Est-ce que tu préfères le rouge ou le bleu? Préfère le bleu quand même si on inverse, ce genre de trucs, etc. Et puis à la fin, ils pètent un gros câble, les mecs ils s'amusent, ils testent le savoir, donc par exemple, qui a découvert tel machin, hein, ils répondent le bon nom du scientifique et tout, donc il a vraiment, dans le language model, il a aussi accumulé quelques connaissances derrière. Et à la fin, il y a quelques questions de philosophie et de moralité. Qu'est-ce qui est immoral? Le fait que tu aies des enfants? Ce genre de trucs. Voilà, on s'en était arrêté à peu près là. Et OpenAI, donc la semaine dernière, parce que c'est quand même ça que je voulais raconter à la base, ont sorti un language model qui explose littéralement tout. Si vous googlez OpenAI, là dans les news, il n'y a que ça qui va tomber. Et ils ont créé un modèle où globalement, en lui donnant une phrase, il génère pratiquement tout un article. Et très cohérent l'article. Vraiment très cohérent. Genre, sur le blog d'OpenAI, là vous avez un exemple, genre l'article commence en disant l'équipe scientifique de machin a fait une exploration et a découvert des licornes.
Et ça continue, ouais, l'équipe scientifique dirigée par machin découvre les licornes. En fait, c'est une race particulière de licornes qui s'appelle licorne d'Ovide, parce que si, parce que là, c'était découvert à tel endroit. Et puis après, il y a des citations du scientifique qui les a découvertes, etc., etc. C'est vraiment très très drôle à lire. Et vraiment, on est presque sur un truc qui est indistinguable d'un article réel. C'est pas très grave. Jusqu'au moment où les journalistes s'est amusés et ils ont mis un truc qui commençait par Hillary Clinton et George Soros. Et là, il nous a pondu un article totalement crédible de trucs Hillary Clinton et George Soros, machin, avec des magouilles dans tous les sens, des trucs comme ça. En fait, il a pondu un véritable article de fake news. Concrètement. Un truc qui est totalement crédible. Et du coup, OpenAI a pris la décision de ne pas sortir de ne pas sortir publiquement le modèle entraîné. En tout cas, le papier est là, les algos sont là, etc. Mais ils ont dit voilà, de toute façon il faut une puissance de calcul de malade pour pouvoir entraîner sur le truc. Donc en gros on sort pas le modèle à cause des implications éthiques. Et ça a fait rire beaucoup de chercheurs. Ça en a fait moins rire d'autres qui ont décidé, qui se sont vraiment posé la question alors mais vraiment quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Personne n'a de réponse en fait, concrètement. Parce que concrètement, un truc comme ça, tu le mets dans les mains de n'importe qui, ça peut potentiellement être le bordel. Mais ça peut aussi potentiellement permettre à des gens de faire des recherches dessus sur comment détecter ce genre de conneries. Et tu le mets pas dans les mains de n'importe qui, bah en fait, on sait quand même comment ça marche et on sait quand même le faire. Donc en gros, les gens qui ont fait du Cambridge Analytica ou qui payent des campagnes de désinformation, qui font ce genre de trucs, bah la thune ils l'ont. Donc ils vont l'entraîner le modèle. Donc ils auront le truc. Et ce seront les seuls à l'avoir. Et du coup, les gens qui pourraient effectivement faire des recherches pour comprendre comment ça marche, comment lutter contre, qui pourraient éventuellement trouver des patterns dans le style d'écriture, ce genre de trucs, pour dire effectivement ça a été généré, bah en fait, ils n'ont pas le modèle. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. J'ai pas plus de réponses qu'eux. Mais voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc on peut générer des fausses vidéos, on peut générer de la fausse voix, on peut générer maintenant des faux articles qui ont l'air totalement crédibles. Donc voilà. Quoi? Le papier est sorti, oui. Le code est sur GitHub. Non mais c'est non, c'est un problème financier. C'est un problème, déjà ils n'ont pas sorti la base de données d'apprentissage. Et ils n'ont pas sorti les poids du modèle entraîné. Donc si tu as de quoi payer les machines et que tu as de quoi payer des gens pour juste accumuler toutes les données dont tu as besoin, tu peux entraîner le modèle. Oui, il y a un plum. Ouais, c'est sur GitHub, c'est open source. Mais de toute façon, c'est jamais démoniaque ce genre de truc. Hein. À chaque fois, les impléments de trucs de machine learning, c'est petit. Hein. C'est tu décris un neural net et tu le dis apprends à partir de ces datas quoi. Alors après évidemment ça devient un petit peu plus compliqué au fur et à mesure que t'avances, mais enfin je sais pas, mais c'est jamais le code qui est dur à faire. Hein. C'est le plus dur à chaque fois, c'est les données, l'apprentissage, ce genre de trucs. T'as peut-être des problèmes d'instabilité, t'as plein de petits paramètres à régler, faire ce genre de choses, mais bah non parce que en fait c'est un language model quoi. Mais voilà, c'est non, le papier est sorti et voilà. Est-ce que les questions du coup, parce qu'on là où on en discute quoi, si vous... Oui. Alors le test de Turing. Le test de Turing, tout le monde situe ce que c'est le Turing test. Le Turing test, aussi appelé imitation game, c'est globalement on vous met en face d'un chatbot et vous discutez avec, et au bout d'un certain temps, si vous êtes incapable de dire si vous avez parlé avec un humain ou un chatbot, eh ben votre système a passé le Turing test. Alors, c'est à mon sens une très bonne expérience de pensée, mais c'est à mon sens également de la grosse merde. Pourquoi? Parce que le langage porte des informations qui sont abstraites à volonté. C'est-à-dire que je peux poser des questions sur de la connaissance géographique, je peux aussi formuler des phrases qui vont être des questions mathématiques, je peux poser tout un tas de choses. Et en fait,
le problème de réponse du Turing test, au final, va pas être tant de savoir, de générer du langage qui est crédible, mais d'avoir derrière la connaissance nécessaire pour répondre de façon crédible. Et donc en gros, ce que disent certaines personnes, et je suis relativement d'accord avec ça, c'est que le moment où tu as résolu le Turing test, c'est en fait le moment où tu as résolu toute l'intelligence. Où tu es capable d'avoir un système qui apprend n'importe quoi, qui répond à n'importe quoi, etc. Est-ce qu'on est proche de résoudre l'intelligence ? Eh ben, je vais pas m'exprimer là-dessus. Il y en a qui vont dire ouais, bientôt, dans les prochaines décennies. Et puis il y en a qui vont dire non. Et je sais pas. Forcément, parce que c'est raisonnable si tu parles d'un humain qui ne connaît pas la réponse aux questions géographiques. Aussi, oui. Tu pourrais te faire passer par là. Oui, mais en fait, du coup, là, tu tombes sur les Russes, il y a quelques années de ça, qui ont fait ouais, on a passé le Turing test. Et en fait, tu t'intéresses un petit peu à la façon dont ils ont passé leur Turing test. En fait, tu te dis, alors tu vas parler à Eugène. Et Eugène, en fait, c'est un petit Russe qui a pas été scolarisé et c'est un enfant. Donc en fait, s'il est idiot, c'est normal. Est-ce que tu as passé véritablement le Turing test quand tes attentes en face, c'est ça, quoi? Enfin, je veux dire, je te fais un modèle je te fais un modèle qui te répond rien, je te dis, tu vas parler à Johnny, mais en fait, Johnny, bah, il a pas de bras, donc il peut pas taper sur le clavier. Enfin, C'est vrai que le Turing test, c'est pas me poser des questions, on va dire plus philosophique et morale plutôt que de la connaissance brute. ouais, mais ouais. C'est comment tu le sens, comment tu vas, tu penses à ça. Donc c'est un truc qui a une personnalité, en fait. C'est juste avoir un truc qui aurait une personnalité. Bien sûr. Exact. Parce qu'en fait, lui-même, ayant conscience qu'il essaie de faire passer ce test, il va essayer de trouver des problèmes, de poser des questions un peu. Ouais, enfin ça c'est juste une formulation de la problématique. Tu dis tu vas parler à quelqu'un, tu lui mets une machine derrière et si c'est aperçu de rien, c'est que... Ouais, mais enfin, c'est un peu bizarre. Dans ce cas-là, est-ce que c'est. Enfin, le problème, c'est que dans une situation de faire un test scientifique, c'est quand même un petit peu bizarre. Comment tu me dis, tu vas parler à cette personne, je fais. Pourquoi ? En fait, ça, c'est la base. C'est indépendamment de Turing test. Tous les tests scientifiques sont faits en appelle en double blind. Il y a Quand un tu peux. effet qui fait que quand tu sais que tu es évalué, tu te comportes de manière différente. C'est pour ça que, par exemple, pour le test avec placebo et tout ça, il y a toujours un groupe de contrôle et un groupe de test. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va croire que tu fais une interview et qu'en fait, on est en train de faire un sondage sur le goût des fraises et que sous prétexte de faire goûter des fraises, en fait, on évalue autre chose. Oui, mais finalement, comme l'évaluation finale, c'est la seule information d'un être humain, il y a certaines personnes qui vont considérer que certains types de comportements de langage sont normaux. Non, mais justement, un test, normalement, indépendamment du Turing test, de toutes les options scientifiques, peut te bullshitter et te faire croire qu'il a son évalué autre chose et qu'à un moment, il t'a fait passer un fake test. En fait, on demande de parler à quelqu'un pour parler de ces résultats-là, tu vois. Ils vont te faire croire que c'est pas du tout pour les causes du test, que c'est un truc à la fin. Parce que, en vrai, scientifiquement, tu as découvert que lorsque tu sais que tu es testé, tu te comportes de manière différente. Oui, ça d'accord, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que même dans une situation où je sais pas, je vais parler peut-être à un jeune pote. Moi, ma vision de ce qui est une conversation normale n'est pas la même que la sienne. Et du coup, ça veut dire que moi, je vais peut-être dire, non, je vais peut-être me dire. Ouais, mais après c'est... Là, c'est un vrai pote, alors peut-être une personne, mais inversement, peut-être que pour moi, c'est tout à fait normal que qu'il fasse des fautes d'orthographe ou qu'il fasse une théorie ou des choses comme ça. Et du coup, le test de Turing, il est flou parce qu'on sait même, en fait. Non, je crois pas. Tu as juste à trouver un protocole. Oui, voilà. C'est toujours un protocole. C'est Tu dis que le test, c'est l'art de faire de la science, c'est faire un protocole qui a du sens. gentil entre eux et on dit qu'on essaye de faire des candidats entre eux pour voir dans quelle mesure ils sont gentils ou méchants entre eux. Et c'est du bullshit. Mais en vrai, au final, on te fait croire qu'on va bullshiter quand tu vas parler à l'autre humain qu'un autre candidat du test. C'est comme l'expérience qu'on voulait tester sur les gens qui voulaient. Donc, quelle mesure la couleur était plus intéressante que l'envie. Fini, il y a d'autres personnes derrière. Ah, c'est en gros, il faut passer un fake test et après on peut passer dans une salle d'attente. Et il y a une musique où tout ça fait des charges électroniques. Mais il n'y a rien d'autre dans la salle et tout ça merde. Au bout d'un moment, les gens s'appuient sur le bouton et se font sur la défense électrique parce que moi c'est mieux que l'ennui, tu vois. Et c'est complètement bullshité. Je ne dis pas que c'est le but de l'exercice. Est-ce qu'il y a d'autres questions et puis après on finit parce qu'il y a d'autres talks derrière. Ouais.
comprends pas la question. Ça veut dire quoi survivre? Faut une connaissance globale du monde sur comment ça fonctionne, sur ce genre de trucs, c'est way out. Non, 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 c'est même pas un champ de recherche. C'est même pas un champ de recherche. D'autres questions? Allez, fini.